Les différentes voies de financement des activités économiques. Il existe principalement trois façons de financer un projet économique. L'autofinancement, l'agent économique a suffisamment d'épargne pour réaliser son projet. Le transfert d'épargne, quand l'agent extérieur à excédent de financement finance le projet. Et les marchés financiers, où se rencontrent les demandes et les offres de capitaux à long terme. Le financement interne et externe. Il existe deux types de financement de l'économie. Le premier est le financement interne, c'est-à-dire l'autofinancement qui provient des exercices précédents. Le second est le financement externe. Il existe deux possibilités. Le financement direct, quand l'agent qui a besoin de financement s'adresse sans intermédiaire aux agents à capacité de financement en plaçant des actions sur les marchés financiers. On parle de financement direct sur fonds propres. Autre possibilité de financement, l'émission d'obligations. Une obligation est un titre de créance qui représente une part d'un emprunt émis par un agent économique hormis les ménages. Autre mode de financement externe, le financement indirect qui passe par les établissements de crédit. Première option, le financement indirect se fait sans création monétaire. Cela signifie que les projets peuvent être dans ce cas financés sur les fonds propres des établissements de crédit. Ces projets concernent souvent les financements à court terme destinés aux ménages et aux petites entreprises. Quant au financement indirect avec création monétaire, les établissements de crédit ne disposent pas des fonds nécessaires et font donc appel à la Banque centrale qui crée de la monnaie pour permettre à ces mêmes établissements de financer les projets de leurs clients. Le financement interne. L'épargne disponible correspond à la partie non consommée du revenu cumulé pour un achat ultérieur. Épargner, c'est donc renoncer à consommer immédiatement. L'épargne est une consommation différée, à l'exception de l'épargne de placement, qui a pour objectif la réalisation de gains financiers. Deux motifs poussent à différer la consommation. L'épargne de liquidité, qui sert à faire face aux besoins courants, et l'épargne de précaution, qui vise quant à elle à se prémunir de certains risques tels que la maladie ou la perte d'emploi. L'intérêt du financement interne est de limiter son endettement et surtout le risque de surendettement. Lorsqu'une entreprise souhaite financer un projet à court terme, pour acquérir par exemple des machines, elle peut faire appel à des sources de financement interne. Trois possibilités s'offrent à l'entreprise dans le cas d'un financement interne. Première option, le financement se fait par constitution ou augmentation de capital grâce à l'argent apporté par les actionnaires à la constitution de la société ou ultérieurement. Plus les montants des capitaux propres sont élevés, plus les entreprises prennent de risques, en cas de crise par exemple. Par ce mode de financement, l'entreprise préserve son autonomie financière. Il faut retenir que toutes les entreprises n'ont pas accès au marché des capitaux. C'est le cas des entreprises individuelles, telles que les entreprises artisanales ou professions libérales. Ces dernières financent leurs projets de la même façon que les ménages. Deuxième option, le financement par cession d'éléments d'actifs. Ce type de financement concerne les entreprises qui changent de stratégie et qui souhaitent par exemple investir dans un matériel plus pointu. Les anciennes machines sont alors vendues et financent une partie des nouveaux actifs. De même, l'entreprise peut céder une filiale ou une usine lorsqu'elle désirera recentrer sur son cœur de métier. Le matériel existant doit être renouvelé, car obsolète. Là aussi, la cession de l'ancien matériel permettra de participer au financement des nouveaux investissements. Troisième option, l'autofinancement auquel nous avons fait référence précédemment. Il faut noter que le coût de l'autofinancement est nul. Il peut favoriser l'investissement des projets peu rentables et provoquer l'appauvrissement des actionnaires. D'autre part, la mobilisation des ressources disponibles sur des investissements à long terme peut priver l'entreprise de ressources financières pour assurer ses besoins de financement à court terme. Le financement externe est composé de trois modes de financement. Le financement par transfert d'épargne est un financement externe indirect ou intermédiaire qui s'effectue par le crédit bancaire.
Les banques ont un rôle d'intermédiaire entre les épargnants et les emprunteurs. Elles prêtent aux agents en déficit de financement l'épargne constituée par les agents à capacité de financement. Un recours trop important au crédit bancaire peut entraîner une perte d'autonomie. En effet, la banque risque de vouloir intervenir dans les décisions stratégiques afin de préserver ses intérêts. Les entreprises et les ménages souhaitent financer leurs projets. Elles font une demande de financement auprès de leur banque. Celle-ci ne dispose pas de fonds suffisants. Elle émet donc des crédits auprès de la banque de premier rang, c'est-à-dire la banque centrale, qui crée de la monnaie pour faire un prêt aux banques de second rang, qui peuvent à leur tour prêter de l'argent aux agents à besoin de financement. Il y a création monétaire chaque fois qu'une banque accorde un crédit à un agent économique, au-delà des dépôts que lui ont fait les épargnants. Les banques prennent le risque de prêter une monnaie qu'elles ne possèdent pas, car statistiquement, seulement une petite partie sera exigée en espèces. L'intérêt du système est d'avoir en permanence la quantité de monnaie nécessaire au fonctionnement de l'économie. Alors que si les banques ne prêtaient que les sommes qu'elles ont en dépôt, le financement de l'économie serait par la force limité, ce qui empêcherait la croissance. Le crédit bail est une location avec option d'achat au terme du contrat. Tout d'abord, l'agent économique fait son choix auprès du fournisseur. Par exemple, un véhicule chez un concessionnaire automobile. Puis, le vendeur signe un contrat de vente avec la société de crédit bail qui devient le propriétaire du véhicule. Pour terminer, cette dernière établit un contrat de location avec promesse de vente. Le locataire s'adressera ultérieurement à l'établissement de crédit pour acheter son véhicule au terme de la location à sa valeur résiduelle prévue au contrat. Le locataire peut aussi opter soit pour la restitution du bien, soit pour le renouvellement de la location. Le coût du crédit bail est supérieur au crédit bancaire classique, mais les remboursements sont intégralement enregistrés comme charge de l'exercice, ce qui réduit le bénéfice imposable. Le crédit bail est judicieux quand il s'agit de financer des équipements à forte obsolescence qui perdent de la valeur rapidement et qui doivent être remplacés fréquemment. Il est important de noter que le fait de louer diminue le niveau de solvabilité car le bien ne constitue pas une garantie pour un futur prêteur. Le marché primaire et secondaire. Le marché primaire est celui sur lequel les nouveaux titres financiers sont émis et souscrits par des investisseurs. On y procède donc aux augmentations de capital, au placement d'emprunts obligataires, c'est-à-dire les obligations. Les prix d'émission sont non négociables et fixés par les entreprises. Il s'agit d'un marché du neuf des titres financiers, par opposition au marché secondaire, qui est le marché d'occasion, appelé communément le marché de la bourse, dans lequel les titres sont négociables au prix du marché. Prenons un exemple. Une société active dans le secteur de l'automobile, déjà cotée en bourse, souhaite ouvrir une filiale à l'étranger. Elle décide donc de financer en bourse en lançant une augmentation de son capital. Elle introduit ainsi en bourse de nouvelles actions. Cette opération est donc réalisée sur le marché primaire. Une fois souscrites, elles peuvent librement se négocier entre investisseurs sur le marché secondaire. L'évolution du mode de financement. Il faut distinguer deux grands types de systèmes financiers, l'économie d'endettement et l'économie de marché financier. Dans une économie d'endettement, le marché financier est peu développé. Une faible part des besoins des entreprises est financée par émission de titres financiers. Une économie d'endettement est une économie dans laquelle prédomine le financement par crédit bancaire. Les entreprises sont donc fortement endettées auprès des banques qui se refinancent auprès de la Banque centrale. Dans une économie de marché financier, l'essentiel des besoins de financement est couvert par l'émission par les entreprises de titres financiers, actions, obligations, billets de trésorerie, souscrits par les investisseurs. Une économie de marché financier est caractérisée par l'appel direct à l'épargne. Notons que les établissements financiers ont fait évoluer leur rôle vers le placement de titres émis par les entreprises auprès des investisseurs.
Dans les années 80, les systèmes financiers des grands pays développés se sont fortement transformés, en raison de 3 facteurs principaux. Tout d'abord, la mondialisation a totalement internationalisé le marché des capitaux en l'espace de quelques années. De plus, le système financier s'est décloisonné. Il est désormais accessible à tous avec la mise en place d'un marché unique de capitaux, allant du jour le jour au très long terme. Et pour terminer, nous assistons à la création de nouveaux instruments financiers tels que les billets de trésorerie ou les bons du trésor négociable, etc. Les conséquences de la transformation du système financier sont multiples. On assiste tout d'abord à une désintermédiation. Les capitaux disponibles sont directement orientés par les marchés vers les agents ayant des besoins de financement. Autre conséquence, la marchéisation du système. Les banques sont de plus en plus présentes sur le marché des capitaux et elles déterminent leurs conditions. Troisième répercussion, la titrisation. Les banques développent leurs aides aux entreprises par l'acquisition de titres, actions, obligations, etc. et se procurent ainsi des ressources en émettant des titres sur les marchés de capitaux. Les risques des différents systèmes financiers. Dans l'économie d'endettement, le risque principal est l'inflation. En effet, dans certains cas, les banques peuvent être appelées à accorder des crédits, c'est-à-dire à émettre de la monnaie de manière excessive. L'inflation signifie la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Dans l'économie des marchés financiers, les comportements des intervenants sur ces marchés peuvent conduire à des mouvements spéculatifs, des bulles financières qui peuvent déstabiliser l'économie. Pour exemple, la crise de 29 et celle de 2007, appelée subprimes. Une bulle financière ou bulle spéculative correspond à une situation où le cours des titres augmente fortement et atteint des niveaux jugés par une petite minorité de personnes lucides comme globalement excessifs en comparaison avec la valeur réelle des actifs. Elle s'achève généralement par un éclatement de la bulle et une baisse rapide des cours. La première bulle mémorable eut lieu en Hollande avec la spéculation sur les bulbes tulipes au milieu du XVIIe siècle.